Bonjour, bonjour Ahmed Ben Ali. Je t'accueille aujourd'hui pour faire une petite capsule questions et réponses en lien avec le webinaire sur l'intervention à distance qu'on a réalisé avec la IDQ. Donc, vous étiez 5 panélistes à venir discuter avec nous de la façon que vous avez eu de vous réorganiser sur un trentième en lien avec la pandémie, donc qui a demandé beaucoup d'interventions virtuelles, qui a demandé de changer nos techniques, nos façons de faire. Et on trouvait que l'organisme Réseau était un organisme qui avait quelque chose à apporter, en fait, sur son expérience de la pandémie, là, comment vous vous êtes reviré de bord en peu de temps. Donc, suite à ce webinaire, on avait des questions qui nous ont été envoyées des gens qui ont suivi le fameux webinaire, donc qui voulaient savoir un petit peu plus par rapport à Réseau et par rapport à tous les panélistes, en fait, pour aller un petit peu plus loin. Donc, je vais te poser 4 questions qui nous ont été demandées. Les 2 premières, c'est des questions qui ont été posées à tous les panélistes et les 2 suivantes, plus particulièrement à Réseau. Donc, peut-être que tu pourrais juste commencer par expliquer rapidement qu'est-ce que Réseau pour les gens. En fait, Réseau, c'est un organisme qui dessert une population d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'ils soient cis ou trans. Et on leur offre des services par rapport à leur santé sexuelle, leur santé physique, leur santé sociale et leur santé psychologique. Fait qu'en gros, c'est un peu ça, Réseau. Mm-hmm. Parfait. Donc, une super belle mission, tellement importante. Donc, on a discuté justement de l'intervention à distance et les gens voulaient savoir un peu plus par rapport aux différentes organisations. Ce serait quoi les principaux avantages et inconvénients de l'intervention à distance? Donc, est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont les inconvénients aussi comparativement à l'intervention en personne? Parfait. Donc, je vous dirais, il y a plusieurs avantages à l'intervention à distance, surtout actuellement en temps de COVID-19. Donc, ça permet de rejoindre davantage de gens, ça permet d'offrir beaucoup de flexibilité aux bénévoles qui peuvent travailler à partir de chez eux, par exemple. On offre une approche à distance et anonyme. Fait que, tu sais, les personnes qui n'ont pas forcément envie de s'identifier, ça peut être une excellente façon pour eux de nous rejoindre. Et c'est un peu dans la même lignée que ma première réponse. Les personnes qui sont sur les sites de rencontres, les personnes, parce que nous, on est présent sur des sites de rencontres pour la communauté gay et bisexuelle. Et je vous dirais, c'est ça, quoi. C'est des gens peut-être qui ne nous auraient pas connus ni rejoints si on n'était pas en ligne, tout simplement. Fait que ça, c'est de un pour les avantages. De l'autre côté, bien évidemment, qu'il y a des inconvénients, des limites à l'intervention à distance. Par exemple, on a des conditions qui sont moins optimales pour la relation d'aide, surtout quand on parle de chat. Parce que là, tu sais, l'intervention à distance, on peut la faire avec Zoom aussi, avec le téléphone. Fait que, tu sais, c'est un peu différent. Disons qu'il y a plus de contacts que par rapport à l'intervention qu'on fait via le chat, tout simplement, ou par courriel. Donc, grosso modo, les conditions moins optimales pour la relation d'aide, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens avec qui on communique, on n'entend pas le ton de la voix, on ne voit pas leur non-verbal, etc. Et aussi, on n'est pas face à eux, fait qu'eux aussi ne nous voient pas, etc. Fait que ça crée une certaine distance entre nous et les usagers. De l'autre côté, c'est un défi lié à l'approche passive que chez nous à Réseau, nous avons décidé d'avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons vers les gens, c'est les gens qui viennent vers nous. Fait que nous, on est là sur différents sites de rencontres et on attend que les gens viennent intervenir avec nous, contrairement à d'autres approches qu'on a pour les dépistages, par exemple, où on va au sauna, etc. Sur le web, on est vraiment comme passif et on attend que les gens viennent vers nous. De l'autre côté, une des problématiques, c'est la communication asynchrone, c'est-à-dire que je vais répondre à quelqu'un, peut-être qu'il va me répondre 3 jours plus tard, ou alors quelqu'un va m'écrire, peut-être que je vais lui répondre 1 heure plus tard, etc. Fait que ça peut créer un certain décalage dans la conversation et c'est une des limites de l'intervention virtuelle. Comme tout le monde l'a déjà expérimenté, les difficultés techniques, c'est une problématique qui peut survenir. Tu sais, moi, je te dirais, durant ce confinement, j'ai eu des pannes d'électricité, j'ai eu la connexion qui est partie, etc. Fait que ça fait en sorte que, tu sais,
Heureusement, j'étais pas en intervention dans ce temps-là, mais si j'étais dans une intervention, j'aurais tout simplement pu perdre la conversation avec la personne, surtout qu'on va parfois sur des sites de rencontres qui ne préservent pas les messages, c'est-à-dire que c'est des profils qu'on crée le jour même et une fois qu'on est déconnecté, ben, les messages partent, les conversations partent, etc., etc. Et bien évidemment, il y a les considérations éthiques, surtout là, quand on est en mode télétravail, il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui est en train de lire nos conversations. Il faut s'assurer aussi de la confidentialité de ce qu'on dit aux usagers. Et nos bénévoles aussi, tu sais, travaillent de chez eux de façon habituelle. Fait que c'est quelque chose qui peut être problématique aussi. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport aux avantages et aux limites de l'intervention en ligne. Ah, c'est vraiment intéressant, vraiment éclairant. Puis ça fait le pont, en fait, avec la deuxième question qui nous avait été adressée de comment est-ce que vous jonglez avec la confidentialité? Est-ce que vous avez découvert des trucs, des moyens, des outils, en fait, pour assurer le plus possible la confidentialité de vos échanges par rapport aux différentes plateformes que vous utilisez? Ben, pour commencer, je dirais qu'on n'est pas à l'abri du piratage. Tu sais, c'est quelque chose de sûr et certain qui peut nous arriver. Donc, des conversations peuvent être lues par des tiers. Ça, là-dessus, ben, écoute, on n'a pas grand contrôle là-dessus, mais on essaie de se protéger. Par exemple, ne pas partager nos mots de passe avec tout le monde, etc., etc. J'en ai parlé un peu au préalable par rapport au lieu propice pour l'intervention. Faut s'assurer de ne pas avoir quelqu'un qui lit sur notre tête, pas avoir d'amis à côté, etc. Euh, Par rapport au partage aussi, parce que tu sais, on prend des notes lors de ces interventions-là et on appelle ça des verbatims ou des fiches de monitorage. Et en gros, par exemple, les bénévoles de chez Réseau qui font de l'intervention sur le web m'envoient à chaque intervention les verbatims qu'ils ont eu avec les usagers. Comme ça, je peux rebondir là-dessus, je peux leur donner des conseils, etc. Donc, ces verbatims-là sont partagés uniquement avec moi. Tu sais, moi, je ne les partage pas avec mon coordonnateur ni quoi que ce soit. C'est des messages qui sont envoyés juste entre moi et les bénévoles. Et de l'autre côté, la même chose, moi-même, j'envoie des verbatims, mes verbatims à mon coordonnateur qui, à l'occasion, me revient avec des remarques et des conseils. Donc, je pense que c'est à peu près ça par rapport à la confidentialité qu'on a. Tu sais, encore une fois, je te dirais, tu sais, par rapport aux rencontres Zoom et au téléphone, ça ressemble beaucoup aux rencontres, comment dire, en face à face. Moi, j'ai une personne que j'accompagne qui m'a demandé de ne pas utiliser Zoom, mais d'utiliser un autre logiciel parce que la personne ne se sentait pas très, très, très à l'aise à utiliser Zoom. Donc, bien évidemment, on s'adapte à chaque personne et j'ai tout simplement créé une rencontre sur le logiciel que la personne m'a recommandé. C'est Jitsi, Jit.si. Donc ça, c'est comme un logiciel où tu crées un lien à chaque rencontre, qui est différent. Fait que les possibilités d'être piraté, etc., sont moindres. Donc, tu sais, je te dirais, c'est vraiment une adaptation. On essaie de s'adapter aux besoins de chaque personne, tout simplement. Mhm. Ah, vraiment intéressant. Oui, puis il y a des enjeux qui demeurent aussi quand on est en face à face pour ce qui est de toutes les fiches de monitorage et tout. On a des beaux défis avec cette pandémie. Bien, merci pour les réponses. Je pense que ça va être éclairant pour les gens aussi, pour leur réflexion. Et maintenant, ben, on avait deux petites questions qui étaient adressées à Réseau en particulier. Les gens, tu en as reparlé aujourd'hui, que vous allez sur les sites de rencontres pour que les gens viennent vers vous. Donc, certaines personnes voulaient savoir, est-ce que vous créez des profils d'intervenants ou comment est-ce que ça fonctionne pour aller sur les sites de rencontres? Est-ce que vous avez tout un avatar virtuel de réseau? Est-ce que vous êtes identifié personnellement? Oui, tout à fait. On a comment dire, des profils réseau sur les différents sites de rencontres que nous desservons. Donc, en gros, on est un peu
avec certains sites, on avait déjà essayé, c'était sur Grindr, on avait essayé de mettre le logo de réseau, mais ce n'est pas quelque chose qui avait été accepté. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo. C'est mon coordonnateur qui a pris la photo. Tu sais, c'est avec un t-shirt réseau. Donc, on voit juste le haut de le torse, juste le t-shirt avec le logo de réseau dessus. Donc, tu sais, je te dirais, moi, c'est, comment dire, je me connecte sur ces sites de rencontres-là à tous les jours. Et entre autres, il y a le site EasyGate Chat où je dois créer à tous les jours, j'en avais parlé tantôt, un profil. Parce que dès que je me déconnecte, ben, le profil part. Et par exemple, ma description pour EasyGate Chat, c'est viens me parler, je peux répondre à tes questions sur ta santé sexuelle, VIH, ITSS, prévention, PrEP, PPE, charge virale, etc. Donc ça, c'est tu sais, ce qui est affiché sur mon profil EasyGate Chat, mais sur d'autres profils, on peut y aller avec plus d'informations, etc. Fait que c'est ce qu'on fait. On a aussi des accords avec certains sites, notamment Gay 411 et BBRT. Donc, ces ententes-là, soit nous ont été en général, nous ont été demandées. Tu sais, par exemple, BBRT, c'est un site américain et comme on est un organisme en santé communautaire, on a dû compléter un formulaire. Ils avaient des attentes par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à la façon dont nous faisions, nous faisions nos interventions. Euh, donc, tu sais, je te dirais aussi, euh, en gros, tu sais, ce qu'il y a dans les descriptions, c'est pourquoi on est là, les objectifs de notre présence. Euh, on décrit un peu nos services également. Et c'est un outil aussi de marketing, selon moi, pour faire connaître nos services. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas forcément nous parler quand ils nous voient présents sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent en apprendre davantage sur réseau. Les gens qui ne connaissent pas du tout réseau, ben, ça leur permet de connaître réseau et peut-être d'aller visiter notre site et de prendre l'information dont ils ont besoin directement sur notre site Internet. Mm-hmm. Oui, c'est une grande partie du travail quand même. Hein? Je le dis souvent que le fait d'être visible, le fait que les gens sachent qu'on peut en parler, qu'on peut s'ouvrir sur ce sujet-là, qu'il y a des intervenants, c'est déjà une grosse partie du travail. Quand les gens ont besoin de nous ensuite, ben, ils viennent nous voir. Ah, ben, c'est intéressant de voir que vous ayez eu une entente aussi, que vous ayez été demandé comme si c'était un peu, ça fait partie du service, j'imagine, du site. Donc, le site bénéficie de votre présence, en fait, de savoir qu'il y a des intervenants qui sont là aussi. Bon, en fait, aussi, tu sais, je te dirais, par rapport à BBRT, c'est que c'est un site américain, comme j'avais dit, fait qu'ils ont des règles particulières là-bas qui sont différentes, tu sais. Donc, ils nous ont comme demandé de respecter ces règles si on veut. Et de l'autre côté, Gay 411, je ne me souviens pas de l'entente initiale qu'on avait fait avec eux, mais je sais qu'un autre organisme qui dessert la communauté Miel Québec étaient entrés en contact, ou alors ils sont rentrés ou alors Gay 411 est rentré en contact avec Miel Québec quand ils ont voulu créer un profil d'intervention. Et ils leur ont demandé de rentrer en contact avec Réseau pour pas qu'on soit présents tous les deux en même temps. Fait qu'on a signé un accord formel avec Miel Québec qu'on a réenvoyé par la suite à Gay 411 avec des plages horaires. On est pas mal plus présent parce que nous, on a une ressource, c'est-à-dire moi, qui est complètement dédiée à ça. Eux, ils ont pris 2 après-midi par semaine, fait que c'est comme parfait, parfait ainsi, mais c'est ça, quoi. On essaie de ne pas se chevaucher ni se connecter en même temps, tout simplement. Donc, ça demande des petits ajustements comme ça. Ah, ben merci pour la réponse. Et une petite dernière question. En quoi l'équipe de réseau nécessite la coordination des services web? En fait, tu as commencé à en parler. Je pense que les gens voulaient savoir quels sont tous les types de services à distance offerts. Est-ce que c'est devenu complètement un volet de l'organisation? Est-ce que vous avez besoin d'une personne qui te donner un élément de réponse, là, mais qui est dédié complètement à tout ce qui est service sur les sites web? Je pense que la question des gens, c'est est-ce qu'on a besoin d'ouvrir vraiment un nouveau volet de service? Est-ce qu'on a besoin de plusieurs ressources pour arriver à offrir un service en ligne comme ça? Ben, je vous dirais, chez Réseau, on est 3 personnes qui sommes dédiées complètement
au virtuel, si on veut, au service web. Donc, d'un côté, on a moi qui fais de l'intervention sur les sites de rencontres, sur le site Internet de réseau, sur Facebook. Je me spécialise uniquement dans l'intervention. Je ne crée pas de contenu. Je ne réponds pas non plus aux publications. Ça m'arrive à l'occasion, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je fais. Donc, je fais principalement de l'intervention sur différentes plateformes. De l'autre côté, on a mon collègue Denis qui, lui, et s'occupe de l'autre partie du volet web, c'est-à-dire la création de contenu. Il participe à l'élaboration du site, à l'élaboration de l'application mobile qu'on est en train de créer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important chez Réseau. Et pour chapeauter, disons, ces deux postes-là, on a Juliane qui est là pour nous aider. Moi, personnellement, c'est notre coordonnateur. Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup parce que auparavant, il occupait ma fonction. Fait qu'il a une bonne expérience en intervention web. Donc, il y a certaines choses par rapport auxquelles comment dire, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les réponses. Et Julian est là pour m'accompagner là-dessus. De l'autre côté, Julian est davantage au courant de la mission de réseau. Il participe aux réunions de l'équipe de coordination, etc., etc. Donc, je pense personnellement que c'est quelque chose d'important, mais je comprends qu'on est quand même privilégié comme organisme d'avoir d'avoir autant de personnes qui s'occupent du volet web, tout simplement. Mais c'est important à l'avenir, disons que ça nous a été utile aussi parce que nos collègues aussi sont allés davantage vers le web. On fait du télétravail depuis 3 mois environ. Fait que cette expérience-là nous a été utile pour essayer de transmettre ça à nos collègues. Par exemple, il y a des ateliers Zoom qui ont été créés, des groupes de discussion aussi sur Zoom qui ont été créés. Et c'est ça, quoi, le volet web. On utilise beaucoup le web. Par exemple, plusieurs de nos formulaires sont sur le web pour avoir accès à nos services en santé mentale. Il y a des formulaires sur notre site Internet qu'il faut compléter. On a lancé un projet communauté pour la communauté des hommes noirs qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et on a comme lancé des sondages, etc., qui étaient adressés à cette population. Donc, je vous dirais que moi, je pense que c'est essentiel quand même d'avoir autant de personnes chez Réseau qui s'occupent du volet web, mais aussi avoir une certaine coordination pour que nos services soient appropriés, tout simplement. Et ça, vous aviez une petite longueur d'avance en même temps, en ayant déjà développé des services web. Ben merci. C'est un bel éclaircissement, un bel approfondissement un peu pour les questionnements que les gens se posent. Moi, j'ai peut-être une petite question qui vient de moi, en fait. Supposons que la pandémie arrêtait demain matin, qu'on trouvait un remède, là, un miracle. Est-ce que toutes les modifications que vous avez apportées, est-ce que vous trouvez que ça devient un plus pour votre organisation et est-ce que vous comptez continuer dans ce sens-là à offrir vraiment le service en ligne ou si vous préfériez revenir un peu comme vous étiez avant, en fait? Est-ce que c'est quelque chose, l'intervention à distance, que vous envisagez, en fait, pour le long terme? Outre que ce que vous faisiez déjà, en fait? Non, je comprends ton point. Je te dirais qu'on n'est pas encore rendu là, mais je vois clairement comme quoi, il y a un besoin à ce niveau-là. Il y a probablement une population qu'on n'aurait pas joint autrement que par nos services web. Par exemple, nous, on est situé uniquement à Montréal. Fait que des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal peuvent partir, etc., pour élargir notre bassin d'usagers à l'extérieur de Montréal. Et aussi, parfois, c'est plus facile de suivre une rencontre sur Zoom versus se déplacer et faire une rencontre physique. Donc là-dessus, on n'a toujours pas statué.
mais pour avoir eu des discussions, tu sais, avec d'autres personnes et d'autres, je fais partie aussi du CA de l'ATQ. C'est quelque chose qui est fortement envisagé, mais surtout, tu sais, il y a une demande par rapport à ça. Certains usagers nous disent qu'ils aimeraient qu'on continue à offrir des services virtuels. Après ça, il faut s'organiser à ce niveau-là parce que c'est du travail en plus Mhm. et on doit voir aussi si on a les ressources aussi de l'offrir. Mais c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est définitivement discuté, quoi. Ah oui, hein, c'est des grandes questions. Je pose la question justement parce que je sens que c'est un peu la question qui est derrière toute cette adaptation-là. Mais merci beaucoup. Et peut-être, je Merci. dirais, Oui. ben, merci. Tika. Je te dirais, tu sais, aussi, moi, par exemple, tu sais, je fais du télétravail comme tous mes autres collègues, tu sais, mais vu ma tâche, c'est quand même facile pour moi de faire du télétravail, tu sais, en faisant de l'intervention. Fait que, tu sais, peut-être que c'est quelque chose par rapport à laquelle on aurait plus de flexibilité après, après la crise du COVID-19, de la COVID-19. Mais tu sais, comme plusieurs personnes disent, tu sais, le monde d'avant n'existera plus après. Tu sais, je pense qu'on aura appris beaucoup de choses durant cette pandémie qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Ah oui, mieux vaut se tourner vers le positif, où on voit en fait que Mhm. ça va nous avoir permis de nous adapter puis d'évoluer au bout du compte, hein. Définitivement. Bien, merci beaucoup. Donc, ça fait le tour des questions qu'on avait à se poser. Donc, merci pour cette participation-là, pour les questions-réponses de l'intervention à distance en temps de pandémie. Donc, merci à Réseau. Donc, c'était Ahmed de Réseau. Merci à toi. Ben, merci à vous, Jessica et l'AIDQ. Je vous souhaite bonne continuation et merci pour votre Merci. Merci, au revoir. invitation.